On va passer maintenant à la présentation de Juliette Dumas. C'est en bas, là? Oui. C'est bizarre. Oui, tout à fait. Moi aussi, ça marche. Ça fonctionne? Bonjour à tous. D'abord, merci de m'accueillir ici, un peu loin de chez moi. La communication que je vous présente aujourd'hui émane d'un travail sur un espace de moyenne montagne à la période médiévale, entre les XIIe et XVIe siècles, situé à l'ouest de la ville actuelle de Clermont-Ferrand. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, cet espace il est composé de 80 volcans qui sont visibles en orange foncé sur l'une des deux cartes. Et j'ai commencé ce travail dans le cadre d'un master de recherche. Et dans le cadre de ce master, je me suis intéressée plus particulièrement aux liens qui unissent les hommes et l'espace, et les hommes et le territoire. Notamment parce que le pouvoir s'ancre dans l'espace. Et dans cette mesure-là, j'ai voulu voir si on pouvait réellement appliquer des études spatiales à la période médiévale, et si ce qu'on considère comme espace et territoire a une validité dès lors qu'on approche les sociétés passées. Pour cela, je travaille essentiellement sur des sources aujourd'hui archivistiques médiévales. Et lorsque je les ai étudiées, j'ai eu l'impression qu'en fait, nos conceptions de l'espace et du territoire n'étaient en rien calcables à l'époque médiévale. Et donc, le but de ma présentation est de vous montrer ce que les sources archivistiques et leur étude nous apprennent sur les conceptions passées des espaces et territoires. Donc, je vais organiser ma communication en 3 parties. Tout d'abord, étudier les échelles de localisation utilisées dans les textes. Ensuite, voir la manière dont on délimite l'espace au sein des sources. Et ensuite, détailler quelque peu le cas de la paroisse, qui m'apparaît être un observatoire vraiment privilégié des phénomènes territoriaux médiévaux. Donc, cette communication, elle repose sur un corpus que j'ai créé pour mon mémoire de 486 textes que j'ai étudiés donc, pendant 2 ans, qui forcément sont des textes relatifs à une ère géographique qui a une validité contemporaine mais absolument pas médiévale. Et mon étude est forcément un petit peu biaisée par la conservation des sources. Cependant, au vu du nombre de textes, j'estime qu'il y a une certaine pertinence, je l'espère. Donc, à la vue de l'ère que j'étudie, que je vous remontre sur la plus grande des 2 cartes, l'échelle spatiale la plus grande, c'est le diocèse. Cette ère s'inscrit dans le diocèse de Clermont, qui est un diocèse très très vaste à l'époque médiévale. Et en fait, on se rend compte, lorsqu'on étudie les sources, que les mentions du diocèse en tant qu'espace sont très rares, puisque sur l'ensemble de mon corpus, j'en connais seulement 4. Et quand elles sont présentes, vous pouvez voir dans les exemples 1, 3 et 4, en fait, la mention du diocèse, elle ne vient que préciser celle de la paroisse. On va parler de la paroisse, par exemple, dans l'exemple 3. Alors, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais il est écrit « Parochianus Ursinarum », ce qui veut dire « paroissien d'Orsine », du diocèse de Clermont. En fait, le diocèse de Clermont se trouve dans sa forme génitive, qui montre que ça se rapporte à la paroisse. Seulement dans le 2e cas, le diocèse vient préciser une villa, donc une localité rurale, pour la période qui nous concerne ici. En fait, on va utiliser le diocèse dans une logique d'imbrication spatiale des espaces. Ça se voit particulièrement dans le dernier exemple, où en fait, on localise une paroisse dans un archiprêtré, dans un diocèse. En fait, moi j'estime que les mentions du diocèse, elles sont aussi rares parce que le diocèse, il est tellement vaste qu'il n'a pas de réalité et de matérialité pour les gens dans les actes. Il est utilisé pour, par exemple, dans le dernier cas, la paroisse et l'archiprêtré, en fait, par des institutions religieuses qui, elles, vont se référer au diocèse de Clermont. Mais dans les actes de la pratique, mentionner le diocèse n'aurait en fait pas d'intérêt. Le seul cadre spatial ecclésial qui a une réalité pour les hommes du Moyen-Âge, il semble, c'est en fait la paroisse. Alors, plusieurs types de biens sont localisés à son échelle.
En France, aujourd'hui, on considère que la paroisse, elle se dote d'une composante territoriale, comme le diocèse, au tournant des XIIe, XIIIe siècles. Et le droit canon, dès 1250, acte le fait que la paroisse soit définie comme un territoire et non seulement comme un espace. Donc, on voit, en fait, je ne vois pas sur mon ordinateur, que villa et terroir, donc dans le deuxième exemple, la villa, sont localisés à l'échelle de la paroisse, mais également le manse, dans le premier exemple. Donc un manse a vocation à assurer la mise en valeur d'un domaine agricole. Donc en fait, vont être localisés à l'échelle de la paroisse des biens qui sont relativement importants. On ne va jamais localiser, en tout cas dans mon corpus, un simple champ, un pré à l'échelle de la paroisse. On remarque en fait qu'à l'époque médiévale, on a une logique spatiale par emboîtement, comme on l'a vu dans l'exemple de paroisse, archiprêtré, diocèse. En fait, il y a une imbrication donc, visible dans certains textes. Par exemple, dans l'exemple 2, alors de mémoire, il s'agit d'une maison et de ses dépendances qui sont situées dans la villa du Boucher, dans la paroisse d'Olby. En fait, on va toujours adapter le bien qu'on localise, le bien qu'on utilise pour localiser vis-à-vis de l'envergure du bien qu'on cherche à localiser. En fait, tous ces espaces ont une imbrication entre eux, c'est-à-dire que la paroisse va être composée de plusieurs villae, de plusieurs localités rurales. Et en fait, à la période médiévale, on va désigner par villa des choses qui ont une réalité tout à fait différente. Un chef-lieu paroissial comme un groupement d'habitations d'une dizaine d'habitations. Et ces villae sont elles-mêmes composées de terroirs. Tout type de biens, dans la majorité des textes, sont localisés à l'échelle de la villa et du terroir. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Mais c'est la quasi-exclusivité des biens qui sont localisés de cette manière-là. Sans doute parce que c'est l'échelle dans laquelle s'opère la vie de la plupart des gens, en tout cas dans les localités rurales qui concernent mon travail. Ensuite, l'auteur des biens est souvent amené, l'auteur des textes, pardon, à localiser à plus petite échelle. Les biens, en fait, au Moyen-Âge, sont localisés vis-à-vis de ce qui les entoure. L'auteur va décrire l'environnement immédiat du bien à localiser. Donc, par exemple, ici, dans le premier exemple, des biens sont situés dans la villa d'Olby, donc ce qui est encadré en bleu, à côté de l'église d'Olby, à l'est, et d'un itinéraire au sud. Dans le deuxième exemple, de la même manière, l'auteur va détailler tout ce qui se trouve à proximité du bois et des prés dont il veut décrire l'environnement immédiat. Et en fait, on voit que ces mentions décrivent un environnement très proche, mais on ne mentionne jamais, en tout cas dans mon corpus, l'envergure spatiale des biens. Des éléments apparaissent de manière très récurrente qui semblent faire autorité, comme les voies de communication, les éléments du bâti, donc tels que les églises, les cimetières, et les éléments qu'on considère aujourd'hui comme naturels, les ruisseaux, les montagnes, les cours d'eau. Et c'est ces mêmes éléments qui vont permettre aux auteurs de délimiter les espaces et les territoires. Étant donné qu'ils ont besoin de localiser avec une grande précision, ils vont avoir recours à des éléments de délimitation de ce type, mais également à des éléments très précis tels que les croix, les arbres, les pierres isolées et parfois des bornes. En fait, il est intéressant de voir que dans la plupart des documents, on utilise des éléments existants dans le paysage. Dans tous les cas où j'ai rencontré la position de bornes pour délimiter un espace ou un territoire, elle résulte toujours d'un conflit spatial entre 2 institutions. En fait, on va apposer des délimitations dans le paysage pour éviter des conflits futurs, mais naturellement, on n'a pas tendance à délimiter clairement les espaces parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Dans le cadre de mon corpus, j'ai pu voir que plusieurs documents délimitent le même espace. Donc, il m'a semblé intéressant de les comparer. Donc, je vais vous en présenter qu'un seul exemple. Donc, par exemple, 2 textes qui délimitent tous les 2 les confins de la paroisse d'Alagna. Alors, il y a 30 ans d'écart entre les 2 textes,
mais je vous demande de me croire. En fait, ils délimitent le même ressort spatial, exactement le même. Et ils émanent tous les deux du chapitre cathédrale clermontois. Et alors, en plus, ils sont rédigés par la même personne. Et en fait, on se rend compte que chacun mentionne 12 éléments de localisation, parce qu'en fait, pour délimiter une emprise, on va mentionner divers éléments qui, en fait, dessinent un contour que l'on peut suivre. Et en fait, seulement 2 éléments communs pour décrire le même endroit montrent que, et c'est le cas en fait dans les autres exemples sur lesquels j'ai travaillé, il n'y a pas d'éléments prédéfinis pour délimiter le territoire paroissial, qui est pourtant inscrit dans le droit canon comme un territoire délimité par des limites connues et reconnues. En réalité, il semble que c'est plus compliqué. Chaque élément de localisation est propre à son auteur, qui va relever des éléments qui sont significatifs pour lui. Alors forcément, on va avoir des points communs, puisque sur une même paroisse, certains éléments vont paraître frappants, comme ici par exemple l'hôpital de la Moreno, qui est situé en fait à un col entre 2 montagnes, et qui apparaît du coup comme un élément assez évident pour les auteurs. Pour autant, cette absence de délimitation officielle, elle n'empêche pas la réalité de l'emprise spatiale perçue et significative à la période. En fait, ce qui est compliqué dans les études médiévales, c'est qu'il est très difficile de voir, lorsque les territoires existent, s'ils ont une réalité auprès des populations. Dans le cas de la paroisse, il semble que ce soit plus évident dans la manière où le nom de la paroisse peut être présente, parfois, dans la déclinaison de l'identité de l'acteur. En fait, selon 2 modes différents, donc ici, dans le premier exemple, on décline le prénom, le nom, et on précise de la paroisse 2. Dans un deuxième cas, en fait, beaucoup plus courant, on donne le nom et prénom de la personne, et on dit qu'il est paroissien de telle paroisse. En fait, certains éléments permettent de voir qu'il s'agit plus d'une précision d'ordre géographique que spirituelle. En fait, dans la quasi-totalité des cas, la paroisse est précisée après le lieu de provenance de l'acteur. Donc, par exemple, ici, dans le premier exemple, donc on voit Pierre-Alexandre Dupuis-Saint-Bonnet, paroissien de Théiède. En fait, à la lecture et à l'étude des textes, je pense que paroissien de Théiède sert davantage à localiser la localité de Puy-Saint-Bonnet qu'à préciser l'appartenance paroissiale de la personne. En fait, cette appartenance paroissiale, elle a une dimension spatiale très importante. Donc pour finir, j'ai étudié de nombreux actes qui illustrent particulièrement le cas paroissial. Donc, notamment un acte daté de 1420 dans lequel Jean Grand du village de Montribert, je vais vous montrer où ça se situe parce que reconnaît que ce village appartient à la paroisse d'Olby. Donc sur la carte, vous pouvez voir en fait les communes actuelles d'Olby et de Nebouza et voir que Montribert se situe en fait relativement à proximité de la limite communale. C'est pas toujours le cas, mais grâce à des travaux antérieurs, on peut estimer que la limite communale actuelle, elle reprend très globalement la limite paroissiale. Et en fait, ce document, il nous permet de voir qu'au XVe siècle, les limites paroissiales, elles ne sont pas encore tout à fait connues. Cet habitant, il s'installe quelques années auparavant. Il va plusieurs années se considérer comme paroissien de Nebouza. Et en fait, le chapitre cathédral va lui dire qu'il va en fait dans la mauvaise église paroissiale. Ce qui est important aussi, c'est que ça l'engage à assister aux offices dans l'église d'Olby. Et on voit ainsi que relever d'un territoire paroissial, ça amène quelque chose de l'ordre du vécu et de l'identitaire. Il appartient à une communauté, il inscrit toute sa vie de fidèle, ce qui au Moyen-Âge n'est pas rien, auprès de cette église-là. En fait, le but de ma communication, c'était de vous montrer, entre autres, que si en 1250, le droit canon définit
la paroisse comme un territoire circonscrit par des limites connues et reconnues, en fait, la distance entre le droit canon et la pratique, elle est très importante. Et c'est pas seulement un problème de temps qui serait nécessaire à l'application de ce droit, puisqu'en fait, encore à l'époque moderne, au XVIIe et XVIIIe siècle, on discute les limites paroissiales et elles ne sont pas forcément connues. En fait, ce qui fait la limite paroissiale, c'est davantage la pratique et les conflits qu'une imposition de limite lors de la création de la paroisse. Donc, en fait, dans le cadre d'une volonté d'approche spatiale, il me semble que ça pose la question de la cartographie de ces paroisses et de la réalité de ce qu'on conçoit lorsqu'on cartographie. Parce que la cartographie donne une réalité matérielle aux choses qu'elles n'ont pas nécessairement à la période médiévale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julia. C'est très intéressant. Donc, on va